La commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, dite Ciivise, a publié le 17 novembre 2023 un rapport intitulé « Violences sexuelles faites aux enfants ». On vous croit, les chiffres sont alarmants. 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année. 5,4 millions de femmes et d'hommes adultes en ont été victimes. De son côté, le gouvernement s'est saisi de la journée mondiale des droits des enfants qui a lieu le 20 novembre dernier pour déployer un plan de lutte contre les violences faites aux enfants. C'est le plan 2023-2027. Est-il à la hauteur des enjeux? On en parle avec Claire Bourdille et Arnaud Gallet. Bonjour Claire, bonjour Arnaud. Bonjour. Alors avant de nous intéresser au plan du gouvernement, j'aimerais que nous revenions sur les conclusions du rapport de la Ciivise. On y trouve la restitution de 3 années d'engagement. Quel est votre bilan, Arnaud Gallet? Le bilan, c'est que la Ciivise, à mon sens, là où c'est important, a coché quasiment toutes les cases que le président de la République lui a demandé. Elle les a tellement bien cochées que la question se pose sur la suite, à savoir est-ce que notamment le juge Durand, qui est à la tête, qui est quand même un personnage charismatique au niveau de la Ciivise, s'il va rester ou pas. Ça va croire que quand on dit trop vrai, d'une certaine manière, on risque sa place. Ce qu'on retient quand même, c'est que la Ciivise a été aussi un fait social. On a quand même recueilli 30 000 témoignages en 2 ans, ce qui n'est pas rien, c'est quand même beaucoup. Donc il y a beaucoup de gens qui nous ont fait confiance. Et ça a été également, on a joué un rôle de soutien social inconditionnel. Et pourquoi c'est important en fait de le dire de cette manière-là? Parce qu'on s'est rendu compte que dans les 30 000 témoignages recueillis, seuls 8% des témoignages disent avoir bénéficié d'un soutien social positif, c'est-à-dire c'est le fameux « je te crois, je te protège ». Et le reste, donc les 92% restants, bien souvent on a dit aux personnes « je te crois », donc aux enfants, « je te crois, mais je ne te protège pas. Je ne te protège pas parce que tu vas faire exploser la famille, ou parce que pour les filles, le fameux ta jupe était trop courte, ou tu étais peut-être consentante, etc. Ou c'était un jeu, etc. » Bien sûr, on le dit beaucoup à des enfants, puisque il n'y a pas si longtemps que ça, et encore maintenant dans les commissariats, ça peut encore arriver, je pense, on pouvait demander même à un enfant de 5, 6, 7, 8 ans s'il était consentant ou non à une relation sexuelle avec son père. Donc a priori, on peut très bien effectivement poser cette question-là. C'est dur de le dire comme ça, mais il faut se rendre compte d'où on part quand même, pour savoir où on espère aller d'une certaine manière. Et donc pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que, ça pose une vraie question. Quand 92% des situations, finalement, on ne protège pas les enfants, la question qui est posée, c'est dans un état de droit, qui doit le faire? Et je pense que la Ciivise a joué aussi le rôle de soutien social inconditionnel, puisque de nombreux témoignages ont dit ce que je dis là, je l'ai attendu toute ma vie quasiment. Et ça, je pense que c'est important, et rien que pour ça, pour un peu de dignité, pour ce qu'on appelle de la justice transitionnelle, pour se dire vers où on va petit à petit, ça serait peut-être important à mon sens de maintenir ça, et avec à la tête, je le dis comme ça encore une fois, un juge, un magistrat, alors 2 coprésidents, mais la coprésidente a fait savoir qu'elle voulait partir, on le savait depuis le début, et elle soutient la candidature, si j'ose dire, d'Édouard Durand. Et pourquoi c'est important? Je le dis juste de manière très simple. Édouard Durand, c'est un homme. On sait que 97% des agresseurs sont des hommes. Moi, je le dis en tant qu'homme également, victime également, parce que je l'ai été quand j'étais enfant. Je pense que c'est important de renvoyer aussi qu'évidemment, c'est pas qu'une histoire entre guillemets de femmes, je le dis comme ça à côté de Claire, etc. C'est-à-dire qu'on peut aussi s'engager, et on voit bien qu'il y a très peu d'hommes qui s'engagent et sur la cause des violences faites aux femmes et la cause des violences faites aux enfants. Et ça, c'est important de se dire que c'est un combat citoyen et qu'évidemment, c'est les principaux, je ne vais pas dire concernés, mais quand même 97% des agresseurs, c'est absolument, c'est même pas honteux, je sais même pas comment le dire. Et puis, c'est un juge, Édouard Durand. Et quand on sait que les dysfonctionnements de la justice, à savoir que 73% des plaintes sont classées sans suite, que moins de 1% aboutissent aux assises, donc sont considérés comme des crimes, de se dire qu'il y a un magistrat dans ce pays qui ose, en tant que président, remettre un peu en question le système et donc vouloir l'accompagner, je pense que c'est une bonne chose. C'est peut-être dur ce qu'il a à dire par moment, mais je pense qu'il faut qu'on aille dans ce sens-là. C'est en tout cas ce qu'avait demandé Emmanuel Macron, et là-dessus, je pense que ça a été coché aussi parce qu'on avait Édouard Durand et Nathalie Mathieu à la tête de la commission. C'est une doctrine. 73% des plaintes sont classées sans suite. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas suffisamment de preuves, parce que les preuves, on va dire, s'effacent avec le temps. Pourquoi? Parce que... Vas-y. Oui. Vous connaissez bien. Voilà. On est de la même team quasiment. Ouais, c'est ça, on lutte pour la même chose. 73% des plaintes classées sans suite, il y a un manque cruel de formation et de connaissances sur les violences qui sont faites aux enfants, notamment les violences sexuelles, qui sont quand même des violences spécifiques, avec la prise en charge de la parole de l'enfant, qui aussi demande une formation. Il y a beaucoup de professionnels qui ne sont pas formés, on n'a pas les structures pour.
Et puis il y a aussi voilà, une mentalité, des idées en France que l'enfant de toute manière est un menteur, et donc on ne va pas remettre en question la parole de l'agresseur présumé, mais plus de l'enfant qui finalement va être soupçonné plus que l'agresseur qu'il dénonce. Et ça, c'est une vraie problématique dans les institutions, mais dans la société en général. Et même quand il y a des preuves, parce que vraiment, on a des dossiers où il y a des preuves de professionnels qui entourent l'enfant et qui signalent des violences. Et même ces preuves-là vont être totalement ignorées de la justice. Pourquoi ces preuves sont écartées ? Elles le sont parce que tout simplement, il y a certaines choses, on ne reconnaît pas par exemple les conséquences psychotraumatiques, on remet en question effectivement la véracité de la parole d'un enfant ou la manière dont il va poser les choses, puisque faudrait des fois qu'un enfant dise les choses avec des mots d'adulte, ou des fois il le dit tellement bien qu'on va se dire mais quand même c'est pas possible, on lui a soufflé, etc., etc. Donc il y a tout ce truc-là, puisque dans ce pays on grandit en se disant qu'un enfant est un menteur tout simplement et n'est pas un sujet de droit. Et c'est ça notre combat de fond en fait par rapport à ça. En réalité, quand on parle des violences sexuelles faites aux enfants, on parle de toutes les violences qui sont faites aux enfants, et la première violence, c'est de ne pas le considérer comme un sujet de droit. Et je pense que ça, c'est important de l'avoir en tête. Et après, il y a tout ce qui est violence éducative ordinaire, etc. Et pour aboutir, malheureusement, à ce qu'on appelle un continuum de violence, et quand ça arrive, des violences sexuelles faites aux enfants. Ce que je peux dire quand même par rapport au classement sans suite, n'oublions pas non plus qu'il y a énormément de faits qui sont prescrits. D'accord C'était le cas de 75% des 30 000 témoignages que nous avions reçus. Donc, vous soutenez l'imprescriptibilité, justement. Ah oui, bien sûr. Imprescriptibilité, et c'est une recommandation de la Civis qui a été faite de manière très claire. Et rappelez-vous quand même que quand il y avait eu le rapport Sauvé, donc en 2021, le rapport donc, de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, on parlait de 330 000 victimes. Ça correspond à 13 enfants par jour en 70 ans. 90% des faits sont prescrits. Donc si on me dit que dans ce pays, il n'y a pas un sujet avec la prescription, voilà. Alors dans le rapport de la Civis, vous dressez 82 préconisations, c'est énorme. Quelles sont les principales recommandations que vous faites ? Les principales recommandations, je dirais qu'en pour nous, ce qui est important, c'est le dépistage, la prévention. Là aussi, il faut des moyens pour de la formation. Il faut que la formation elle soit obligatoire. Il faut arrêter de se dire, au bout d'un moment, on se rend bien compte vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, moi, par exemple, je forme des gendarmes au niveau du recueil de la parole des enfants. Déjà, il n'y a pas de budget pour payer les formateurs d'une certaine manière. Donc moi, j'y vais bénévolement parce que j'y crois. Je crois qu'on a besoin de force de l'ordre, bien entendu, pour que les choses soient actées, etc. Donc déjà, il y a la première question. Après, on se rend compte que c'est pas obligatoire. Et donc après, il y a des questions de service, tout simplement. C'est-à-dire que vous êtes dans une gendarmerie ou à la police nationale, dans un commissariat. C'est sûr qu'un agent, une agente ou un agent en moins, ça fait des personnes en moins sur le terrain. Et donc, il y a vraiment... En fait, il y a une question de volonté politique là-dessus. Donc, il y a la question de la formation, de la prévention, du dépistage, des soins, bien évidemment. Enfin, voilà, je rentre de Belgique il n'y a pas si longtemps. En Belgique, vous avez quasiment dans chaque ville d'à peu près de 80 000 habitants des centres de psychotrauma pour les victimes de violences sexuelles. En France, on a 7 centres régionaux aujourd'hui de psychotrauma. On nous dit, si, quand même, on agit. Ouais, d'accord. En fait, c'est pour tout le monde. C'est pour les victimes de terrorisme. Bien entendu, il faut, je ne vais pas dire le contraire, etc. Mais c'est pour tout le monde. Et ces centres doivent aussi faire de la formation. En Belgique, c'est pas ça. C'est vraiment pour les victimes de violences sexuelles, puisque c'est un engagement. Ça s'appelle, en fait, la Convention d'Istanbul. La France s'est engagée à certaines choses qu'elle ne respecte pas. Et donc, ce qu'on dit dans ce rapport, d'une certaine manière, et c'est important de le dire comme ça, on vient rappeler des engagements que la France a pris et n'a jamais tenu. Donc en fait, je ne vais pas dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil dans le rapport, bien entendu, parce qu'on pourrait dire qu'on a bossé pour rien, je ne vais pas dire comme ça. Mais quand même, je dis qu'à un moment donné, il y a quand même énormément de choses qu'on sait et qu'on savait déjà, et qu'on est venu ni plus ni moins dire et officialiser à travers un rapport et surtout une lettre de mission qui était celle du président de la République. On ne peut pas nous dire ces petites associations, elles ne sont pas contentes, machin, c'est des féministes, etc. Ils sont contre le système, etc. C'est-à-dire que là, on a tous bossé pendant 3 ans. Et on arrive avec ces recommandations, ça fait consensus. Il y a d'autres sujets qui faisaient peut-être un peu moins consensus, mais en tout cas, ceux-là, les 82, c'est un travail collectif. Ce rapport, vous l'avez remis entre les mains de la Première ministre ? Alors c'est très important de le dire comme ça, puisque moi je le dis avec un peu de colère. Encore une fois, c'est le survivant qui est en moi qui le dit. Je vais le dire de manière très claire. J'ai trouvé ça honteux, je ne mâche pas mes mots, qu'aucune personne du gouvernement n'était là le 20 novembre 2023 pour la remise du rapport de la Civis qui était prévu il y a 3 ans. D'accord ? Ça dit beaucoup de choses. C'est-à-dire que jouer le jeu de la chaise vide ce jour-là, j'ai trouvé ça honteux par rapport à la commande présidentielle qui disait qu'il faut rendre public les choses. Et donc rendre public, ça veut dire quoi, si ce n'est évidemment qu'il y a des représentants de l'État et du gouvernement présents ? Ils
n'ont pas été présents. On a été prévenus le 15 novembre matin qu'on allait être reçus par 5 ministres, comme ça s'est passé effectivement rue de Grenelle. Rapidement, 1 heure. Moi, j'ai engagé 3 ans de ma vie à raison de 2-3 demi-journées par mois gratuitement. J'avais pas de problème, bénévole, etc. Donc, je regrette rien, bien entendu. Et je me dis juste que c'est un peu méprisant quand ces personnes ne viennent pas, méprisant pas uniquement pour moi, bien entendu, pour l'ensemble des victimes qui vont témoigner, pour l'ensemble de la société par rapport aux enjeux. Et puis, c'est, on va se le dire gentiment ici, un peu impoli quand même. C'est-à-dire que quand vous avez des gens qui s'engagent 3 ans, ce qui n'est pas rien, et qui donnent un peu de leur temps, ça peut être pas mal aussi, ne serait-ce que de les respecter. Le gouvernement semble choisir ses interlocuteurs, on y reviendra. Le 18 novembre dernier, un grand nombre d'organisations, dont le collectif Enfantiste, a appelé à une mobilisation nationale contre les violences faites aux enfants et aux ados. Claire Bourdille, est-ce que cet appel a été entendu ? Cet appel, oui, a été entendu. On aurait aimé plus largement, mais c'est un début. C'est un début, c'est un premier signal, et c'était assez fort de voir autant de personnes réunies pour lutter contre toutes les formes de violences faites aux enfants et aux ados. Donc ça a été entendu, c'est un début. Les associations féministes aussi étaient présentes. Souvent, Claire, vous rappelez que le combat des enfants et des femmes, c'est le même. Pour quelle raison ? Tout à fait. Le 18 novembre, ça a été un rassemblement d'associations de l'enfance, d'associations féministes, de collectifs, de professionnels et de syndicats de l'enfance. Donc ça, c'est vraiment une belle réunion. Et c'est important de lier les violences faites aux femmes et les violences faites aux enfants parce que, comme le disait Arnaud, c'est un continuum des violences. Et les violences intrafamiliales, ça fonctionne dans le foyer avec la femme et les enfants. Par exemple, si on parle de violence conjugale, on sait que la majorité des femmes victimes de violences conjugales sont des mères. Et dans les violences conjugales, l'enfant est aussi victime de violences. Et après la séparation, la personne qui agresse la famille, donc majoritairement des pères, ils vont utiliser l'enfant pour détruire la mère, et donc ils vont violenter directement l'enfant après la séparation, pendant ses droits de visiter d'hébergement ou pendant la garde alternée ou sa garde classique. Et donc les enfants sont, dans les violences intrafamiliales, des victimes directes dont pour l'instant on ne prend pas assez en compte, ni du côté des féministes, ni du côté des institutions. Alors Catherine Guéguen, pédiatre très, très connue, a soutenu l'appel du 18 novembre. Elle a d'ailleurs pris la parole à Paris. Dans un message publié sur le compte du collectif Enfantiste, elle dénonce un tabou autour des violences faites aux enfants. Pour quelle raison est-ce un sujet tabou, Arnaud et Claire ? C'est un sujet tabou parce que on ne veut pas le voir. En fait, l'enfant en France, il a tellement pas de droits. Il est tellement pas visible. Il est vraiment, l'enfant, c'est un peu comme un petit objet qui nous appartient, nous, les adultes. On sait mieux tout que eux. On décide tout à leur place. C'est comme si eux, ils n'avaient aucun droit. Ils sont, qui restent très sages et tout ira bien. Alors que c'est pas comme ça que fonctionne un enfant. C'est pas comme ça que fonctionne un être humain. Et finalement, c'est ce qu'on fait perdurer. Et cet enfant, on le voit pas. Arnaud, vous faites la même analyse ? Oui, moi j'ajouterais peut-être que le tabou en réalité c'est quoi ? Pour moi je pense que c'est surtout c'est sur le fait en fait qu'on refuse de protéger les enfants. Il est là le tabou en réalité. C'est-à-dire quand on regarde bien, et d'ailleurs moi ça fait écho quand même au spot publicitaire là, qui est celui du gouvernement actuellement par rapport, actuellement, on ne sait même plus s'il est encore présent ou pas, où on voyait cette petite fille qui gardait le secret, mais en réalité il faut savoir que la plupart des enfants parlent. Donc ça veut dire qu'on n'est pas capable de les protéger. Encore une fois, aller en Belgique, au Québec, etc. ailleurs, il y a marqué « Vous n'avez pas le droit de violer les enfants ». Il y a marqué « Vous devez protéger les enfants » dans l'espace public. Je veux dire, on n'est pas dans un truc... nous, ce qu'on demande, c'est pas un truc complètement dingue. C'est de se dire simplement, et qu'il y ait des rappels comme ça, citoyens, qui soient faits en disant qu'à un moment donné, en fait, c'est votre job, en fait. C'est pas un choix. On a une obligation de résultat là-dedans, donc il faut y aller. Mais sauf qu'on a du mal. Donc, on préfère dire, encore une fois, ah oui, alors les violences, c'est tabou. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense que ce qui est plus tabou, c'est le refus de protection, en fait. On a un refus de protection. Je le redis, 92% des victimes au niveau de la Civis. Pourquoi on s'obstine à ne pas protéger ses enfants ? Parce que je pense que culturellement, tout simplement, là c'est plus l'anthropologue qui est en moi qui parle, je pense que culturellement, on est dans quelque chose qui est de l'ordre d'un... C'est notre mécanisme, en fait, qui bloque, en fait. On bug, en fait, sur cette question-là. Est-ce que c'est vrai de dire qu'il y a une culture du viol et de l'inceste en France ? Bien sûr. Bien sûr, oui. Mais c'est la culture de la domination aussi. On parle beaucoup de système d'oppression, de système de domination. En France, on parle quasi pas de la domination des adultes sur les enfants.
Or, c'est un système qui est tellement ancré au travers de l'éducation, que ce soit dans les familles ou dans les institutions, à l'école par exemple. On ne respecte pas les enfants, il y a une culture de domination, et c'est cette culture de domination qui fait qu'on ne veut pas voir les enfants, on ne veut pas les entendre, on ne veut pas les écouter, on ne veut pas croire qu'ils sont victimes de violences. Et c'est des enfants qui n'ont pas le droit de se mettre en colère. S'il y a un enfant aujourd'hui qui se met en colère quelque part dans l'espace public, on va juger cet enfant comme un enfant roi, comme un enfant tyrannique. D'ailleurs, on l'entend souvent dans les médias, alors que peut-être c'est un enfant qui est victime de violence et qui en fait appelle à l'aide. Mais ça, on ne veut pas le voir, on préfère pas le voir. À l'occasion de la Journée internationale des droits des enfants, la Première ministre Elisabeth Borne, accompagnée du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et la secrétaire d'État chargée de l'enfance Charlotte Caubel, s'est rendue à l'Office des mineurs, puis dans les locaux de l'association L'Enfant Bleu pour échanger sur les mesures de lutte contre les violences faites aux enfants. Est-ce que vous y étiez ? Non. Moi, j'avais Civis. Okay, j'avais Civis, je le dis comme ça. On les attendait là aussi. Donc, c'est assez étonnant quand même. Je le dis quand même. Vous voyez, la double communication. Comme pour masquer le travail de la Civis, paf, on a un effet de com derrière. En fait, on essaie de flouter. Et je pense que le message de la Civis est plutôt bien passé, et tant mieux. Mais je trouve ça hallucinant. Et puis, derrière tout ça, alors on peut aussi saluer, l'Enfant Bleu fait quand même différentes recommandations, et c'est important de le dire. Il faut qu'on soit unis par rapport à ça. Et le gouvernement joue sans cesse, en fait, avec les uns les autres, etc., pour être en capacité de dire eux, ils ont travaillé. Exact. Bah oui, bien sûr. Sauf qu'il faudrait peut-être leur dire qu'on se connaît tous un peu, et qu'à un moment donné, ça marche moyennement, mais ça marche un peu quand même, a priori. La Première ministre a ensuite présidé le 3e comité interministériel à l'enfance qui marque un nouveau cap dans la mobilisation du gouvernement, plaçant une nouvelle fois les enfants au cœur des politiques publiques. C'est ce qu'on peut lire sur le site du gouvernement. La protection des enfants, une priorité pour le gouvernement. Vous confirmez ? C'est ce qu'il semble dire. Ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit, oui. Ah, mais on peut confirmer ce qui est écrit, par contre. C'est bien écrit, mais est-ce que c'est vrai, ça, que les enfants sont une nouvelle fois au cœur des politiques publiques ? Il y a des choses intéressantes dans le plan de lutte. Oui. Notamment, je pense à la formation des professionnels au protocole NICHT, donc qui est un protocole pour la prise en charge de la parole des enfants, qui est très important. Il y a des choses qui sont intéressantes. Mais le rapport qu'on a pu lire, on ne sait pas quand ça va être mis en place, quel budget ils vont mettre sur la table pour pouvoir mettre en place tout ce qu'ils proposent. Donc pas de planning, pas de budget. Au niveau des moyens humains, on n'en parle pas beaucoup. On parlait des soins tout à l'heure. Ils parlent de la création, ils envisagent la création de 10 postes de délégués départementaux dédiés au pilotage de la protection de l'enfance, recrutés à titre expérimental pour être les interlocuteurs des conseils départementaux. Parce qu'on a poussé là-dessus. Voilà, intéressant. Arnaud. Moi, j'y ai participé à la concertation avec la DGCS et avec le secrétariat à l'enfance. On a poussé là-dessus tout simplement. Pourquoi ces 10 postes d'ailleurs? C'est important. Ils avaient du mal à l'entendre parce qu'il faut simplement coordonner. Et que dans le regard en fait aujourd'hui de l'État, c'était de dire non mais la coordination, vu qu'on parle protection de l'enfant, c'est le département. Et nous on leur dit bah non en fait. C'est-à-dire que tous les lieux qui accueillent les enfants, que ce soit je sais pas des centres de loisirs, l'école, machin, etc. En fait il n'y a pas que le conseil départemental. On est en 2023, juste. On est d'accord, il faut quand même se le dire gentiment. On est obligé de dire ça. Et donc, ils font une expérimentation gentiment avec des personnes qui l'ont nommé. Comment est-ce que ça va être mis en place? Et moi, je trouve que c'est une bonne chose. Oui. Mais encore une fois, là où ça manque, vous voyez, je suis un peu plus critique moi, que Claire, même sur la question, même si je rejoins sur la question du protocole Nietzsche. Je vais vous dire, ce protocole? C'est un protocole, effectivement, pour un recueil adapté de la parole de l'enfant, de la manière dont l'enfant va être auditionné voilà, au niveau de l'enquête, etc. C'est très bien. Mais encore une fois, je reviens de Belgique. On est en 2023. Les Belges, dans chaque commissariat, vous avez en fait une personne qui est spécialisée et pour le recueil de la parole d'enfants. À tout moment, en France, c'est un par département, ce qu'on appelle des cellules Mélanie, et encore, quand elles fonctionnent. Enfin, je veux dire, on est dans un archaïsme, et là, il n'y a aucune obligation par rapport à ça. Donc, ils disent que Nietzsche, c'est bien. En même temps, ça fait un petit moment qu'on le sait. Je veux dire, on va pas se mentir, les gars, c'est pas une révolution. Hein. C'est pas, enfin, je le dis comme ça, parce que moi, ça m'agace un peu. Évidemment, on passe quand même un certain temps. Nous, ce qu'on disait, la voix qu'on avait portée au niveau de ce plan-là, et qui n'apparaît pas, c'est une obligation de résultat. C'est qu'à un moment donné, ça suffit, les annonces comme ça, en disant, c'est de la com, c'est vachement bien, faut former. Bah, mais si vous formez, et que derrière, vous mettez pas un billet sur la table pour le dire comme ça, pour former tout le monde, bah vous dites simplement c'est important de se former. Qui va vous dire que c'est pas important de se former? Non, et en parlant de billets, justement, le plan 2023-2027 prévoit de revoir les moyens alloués aux plateformes d'appel et d'écoute et le nombre d'enquêteurs de l'Office mineur attaché donc à la Direction nationale de la police. Alors les moyens financiers et les moyens aussi en ressources humaines. Vous en savez plus, c'est vrai que c'est très assez large. Nous, dit dans des termes généraux. Voilà, c'est ce qu'on reproche au plan. C'est qu'en fait, il y a plein de propositions.
mais on sait ni comment, ni quand, ni où, c'est pas très clair. En fait, on a l'impression que ça a un petit peu été fait à la va-vite. Le plan, voilà, il n'y a pas de détails, c'est pas un plan qui est vraiment réfléchi, où on sait à quoi s'attendre. Il y a des petites propositions à droite à gauche, voilà, c'est bien, c'est beau, ok, et comment on fait? Enfin, il n'y a rien de concret. Déjà, moi, ce que j'avais déploré, il n'y avait même pas de bilan du précédent plan, donc il faudra m'expliquer comment est-ce que nous-mêmes... Si, il y en a un tout petit. Enfin bon, Oui, j'ai assisté au bilan. Si on me dit que ça c'est un bilan par rapport aux nombreuses actions qui avaient été mises en place, enfin bref. Et non, mais... Bon, très déçu par le plan, même pour vous, il est même absent. Pour vous, il n'y a pas de plan 2003. Pour moi, c'était un enfumage pour masquer la Civise, et parce que l'idée, c'est qu'ils vont donner en fait d'autres missions à la Civise, élargies soi-disant, et en mettant de côté en fait toute l'indépendance qu'il y avait au niveau de la commission, parce qu'en réalité, c'était ça, dire qu'être critique par rapport à la commission, c'était ni plus ni moins dire qu'on était bien indépendant. Et là, ils essayent en fait de faire un enfumage là-dessus. Ils font les choses effectivement à l'arrache, voilà, pour le dire de cette manière-là. Et c'est tellement fait à l'arrache que finalement, bon, de toute façon, on sait pas. De toute façon, tout le monde s'en moque. En fait, personne n'ira voir. Et puis, je rappelle juste, on n'a pas de ministre de toute façon de l'enfance. Ça dit déjà quelque chose. On peut me raconter ce qu'on veut, mais quand on est secrétaire d'État, on n'est pas ministre, puisqu'il y a des enjeux en fait en lien avec les cabinets. Et on le sait bien, c'est de la politique politicienne. Peut-être, mais c'est une réalité. Quand on est ministre, on discute plus avec ses pairs qui sont ministres. Et puis le petit secrétaire d'État, parce que c'est vu comme ça, il est un peu en dessous. C'est un peu ce qui s'était passé pour différentes choses. Moi, je l'ai déjà vu avec d'autres secrétaires d'État. Et donc, ça veut dire qu'au bout d'un moment, ça montre ni plus ni moins qu'il n'y a aucune volonté politique. Je rappelle juste, quand même très rapidement, Emmanuel Macron, candidat, dernière élection. Il a dit... grande cause nationale, machin, enfin un truc génial. Et puis surtout derrière, il dit toutes les recommandations de la Civise seront appliquées. Ok. Aujourd'hui, il y en a une seule, c'est le spot qui a été retenu. Voilà, c'est la seule chose que j'ai à dire. C'est le spot envers lequel vous êtes même critique. Vous parlez de ce poste, parce qu'en dès septembre, le gouvernement lançait une grande campagne de sensibilisation sur les violences sexuelles envers les enfants. On a tous en tête ce clip-là qui passe en ce moment, qui encourage les enfants à parler, un message qui vous a fait bondir tous les deux. Donc même le spot ne va pas. Qu'est-ce qui vous a gêné dans ce spot, Claire et ensuite Arnaud? Le spot, il est bien pour sensibiliser la société. Enfin voilà, moi, je suis contente qu'il y ait un spot. D'ailleurs, toutes les associations et les militants ont salué le fait qu'enfin on parle de l'inceste à la télé à des heures de grande écoute. Mais on fait pas les choses dans le bon sens. Le spot, il appelle à appeler le 119. L'enfant, il va appeler le 119, il va tomber sur qui? Il va devoir rappeler. En fait, le 119, il n'y a pas assez de moyens pour prendre en charge la parole de l'enfant ou un adulte qui appellerait. On sait récemment qu'un enfant est mort dans sa famille, alors qu'un ami de la famille avait essayé d'appeler le 119 pour justement signaler les violences de cet enfant. Cet enfant, il serait peut-être vivant si le 119 avait les moyens humains de répondre aux appels, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc, c'est là où le bât blesse et où cette campagne elle est problématique pour nous, c'est que derrière cette campagne, il n'y aura rien. Et il y a rien de plus horrible de se dire qu'enfin, il y a un enfant qui va avoir le courage d'apprendre le téléphone, d'appeler le 119 pour dénoncer son père, et il n'y aura personne au bout du fil. Arnaud, qu'est-ce qui vous a gêné dans ce clip, dans le message? Moi, ce qui me gêne, c'est le poids qu'on laisse à cet enfant-là, en fait, au niveau du secret. Je me dis, et c'est encore une fois la victime qui est en moi qui parle. Moi, tout le monde le savait d'une certaine manière. Tous les symptômes, même, n'avaient pas été traités pour regarder la causalité. Je faisais, par exemple, de l'énurésie, pipioli jusqu'à l'âge de 12 ans, comme ce qui n'est pas rien. Je faisais la méthode pipi-stop. C'est-à-dire que le médecin s'est pas dit, évidemment, qu'il y a un autre problème, peut-être qui n'est pas uniquement biologique, bien entendu, ça peut être un peu autre chose. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on renvoie, en fait, c'est l'enfant qui porte, en fait, qui a un secret, là où la société ne refuse de voir, refuse d'agir. Et je pense qu'à un moment donné, le vrai message, encore une fois, qui est apporté, c'est de dire maintenant, vous devez protéger les enfants. En fait, il faut être un tout petit peu plus, remettre les choses dans le bon ordre. Et en plus, est-ce qu'il y a réellement des enfants qui vont voir? Peut-être pas, je suis pas convaincu. Donc, on renvoie le 119. Et c'est très bien, Claire, tu as raison de le rappeler. Bien sûr qu'il faut, et ça, on peut le souligner, bien sûr qu'il faut des campagnes là-dessus. Par contre, moi, je trouve que le message en dit long, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on pense encore que c'est le secret, là on vient de leur dire en fait que 9 fois sur 10 on tourne la tête, c'est la seule chose que j'ai à dire, et si 9 fois sur 10 on tourne la tête, à minima ça nécessite d'accompagner la société, de renvoyer un message en disant protéger les enfants,
Et secondo, en termes de justice, c'est ce qu'on appelle la non-dénonciation de crime. Et la non-dénonciation de crime, il n'y a pas besoin de nouvelle loi. Théoriquement, on peut appliquer la loi, sauf que c'est grâce à Dieu les faits sont prescrits. Rappelez-vous, c'est comme ce qui s'était passé avec le cardinal Barbarin. Et ça, on ne veut pas le voir. Donc il y a un grâce à Dieu les faits sont prescrits collectif. Et ce pays, en fait, adore ce truc-là. Moi, je dis que vraiment, ça me met en colère parce que j'aurais pu être sauvé d'une certaine manière. Et je pense aux nombreux enfants. Moi, j'ai eu de la chance. Je pense que je m'en suis pas si mal sorti, mais je pense aux personnes qui sont à la rue. Parce qu'on sait qu'il y en a énormément qui sont à la rue. C'est de vraies questions de santé publique. Et là, c'est pareil. On voit le symptôme, on voit pas la causalité en se disant tiens, ils sont à la rue, c'est le clochard, c'est machin. Ce qu'on aime bien, on a un regard bien négatif, etc. Et je pense même d'ailleurs, au-delà de l'inceste, à toutes les violences sexuelles, permettez-moi de le rajouter aussi ici, dont la Civis ne parle même pas. Moi, j'ai lutté aussi pour ça en interne, mais peu importe, je le dis ici. Excision, mariage forcé, etc., qui sont des violences sexuelles. La prostitution, on ne va pas assez non plus dessus. Et je pense qu'il faut aussi qu'on fasse cause commune, en fait, là-dessus. Il faut qu'on arrête aussi notre truc en ethnicisant d'une certaine manière les violences sexuelles. Et je pense qu'à un moment donné, une fois qu'on arrivera à tous se souder, peut-être qu'on arrivera aussi à faire quelque chose. Moi, c'est un peu le message, et donc je le redis, pour moi, le message de la campagne. Moi, il me satisfait moyennement. Le seul truc que j'aime bien, c'est le 119 à la fin. Je suis d'accord, il faut le faire. D'ailleurs, moi-même, je l'ai déjà fait, le 119. J'ai eu de la chance, ils étaient très bien. Ils m'ont même rappelé après, etc. Mais les enfants, finalement, parlent. Le problème, c'est que c'est les adultes qui ne les croient pas. Donc, il est peut-être mal orienté, le Québec, message. Belgique. Pas très loin, la Belgique. Voilà. Donc, prendre des modèles qui existent déjà et dupliquer en France, tout simplement. Belgique, c'est à 2 heures de Paris. Oui, et puis aussi faire des campagnes, c'est important, sur les violences éducatives ordinaires. Exactement. On n'a pas aujourd'hui, c'est interdit par la loi de taper un enfant. La fessée et la gifle font partie des violences physiques. Et ça, je pense que c'est important de le rappeler, parce que dans les médias, on voit aussi souvent le geste de la fessée ou de la gifle banalisé. C'est interdit par la loi et c'est une violence traumatisante pour un enfant. Et ça, il faut que ce soit clair. Donc, il faudrait peut-être commencer par la base et pour justement changer la mentalité du regard qu'on a sur l'enfant et du fait qu'on peut le taper librement. Il n'y a aucun problème. Enfin, on ne tape pas les femmes, on ne tape pas les hommes. Flash News, on ne tape pas les enfants non plus. J'ai une dernière question. J'aurais aimé parler beaucoup plus longuement, mais on doit rendre l'antenne. Claire et Arnaud. Oui, voilà. Comment soutenir le collectif enfantiste et comment soutenir la Civis? Pour soutenir, il y a plein de moyens de soutenir le collectif, mais nous, ce qu'on répète souvent, c'est qu'il faut arrêter de penser que vous ne pouvez pas agir. Chaque personne, dans son foyer, dans sa maison, chaque personne peut agir. Donc nous, ce qu'on appelle, c'est chaque citoyenne et citoyen à réagir face aux violences faites aux enfants. Alors, vous pouvez venir militer avec le collectif, vous pouvez partager des choses sur les réseaux sociaux qui parlent de ce sujet, vous pouvez parler avec votre entourage, vous pouvez, quand il y a une mobilisation comme ça, un appel à mobilisation, rejoignez-nous. En fait, il faut que la société se lève face à ce fléau des violences faites aux enfants. Si la société ne se lève pas, ça ne va pas bouger. On a besoin de tout le monde et tout le monde peut agir. Merci. Arnaud Gallet, comment soutenir la Civis? 2 choses. Alors déjà, au niveau, nous, on a créé un mouvement qui s'appelle Move Enfant, qui est un mouvement de survivantes et de survivants de violences dans leur enfance et d'alliés qui luttent contre toutes les formes de violence. Donc là aussi, il y a des manières, mais on est dans la proximité plus qu'amicale avec le collectif enfantiste. Je pense que c'est important. Et 2, au niveau de la Civis, ça vaut ce que ça vaut, on verra bien ce que ça vaut, peu importe. On a mis en place une pétition qui est assignée, donc c'est sur mesopinions.com, c'est ça, .com. Ça, et c'est le maintien de la Civis avec Édouard Durand et Nathalie Mathieu. Et je pense que voilà, là c'est pareil. Aujourd'hui, en l'espace d'une semaine, on a quasiment 9000 signatures. Mobilisons-nous, j'ai envie de dire. Et puis après, on verra bien. Après, si on n'est pas entendu, on n'est pas entendu. Mais au moins, on aura fait savoir notre mécontentement. Et si je peux rajouter aussi quelque chose, c'est le juge Édouard Durand n'est pas un seul homme. Le juge Édouard Durand porte avec lui plus de 30 000 témoignages de victimes. Donc le juge Édouard Durand porte plus de 30 000 victimes. C'est un collectif, c'est un ensemble. Ce n'est pas un seul homme, c'est 30 000 victimes. Merci beaucoup, Claire Bourdi du collectif enfantiste. Et merci à vous aussi, Arnaud Gallet, membre de la Civis. Et merci à vous de nous avoir regardés.